Bonsoir à tous. Les 2 prises d'otages sont terminées il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Les 3 terroristes ont été abattus, mais 4 autres personnes ont trouvé la mort dans la supérette cachère de Vincennes. On compte également plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre. Nous allons revenir en détail tout au long de cette édition spéciale sur le dénouement de ces 2 prises d'otages. Se déroulait une prise d'otage en Seine-et-Marne, à Dammartin-en-Goële, commencée ce matin. Saïd et Chérif Kouachi étaient activement recherchés depuis 2 jours, depuis la tuerie de Charlie Hebdo. Ils ont tous les 2 été tués lors de l'assaut. Les détails de cette opération à haut risque, Louis Sibyl. L'opération s'est déroulée très vite. 16h50, première explosion, l'assaut commence. On peut voir de la fumée sortir du toit de l'imprimerie, dans laquelle les frères Kouachi, les 2 frères présumés responsables de l'attentat de Charlie Hebdo, sont retranchés. 7 minutes plus tard, échange nourri de coups de feu pendant 30 secondes. Scénario possible, les frères Kouachi sortent pour un face-à-face. Ils auraient ouvert le feu, le GIGN, les forces d'élite de la gendarmerie, auraient répliqué. Encore une explosion, les derniers coups de feu en rafale résonnent encore. Dénouement, enfin. Les 2 terroristes sont tués, l'otage est sauf. Un gendarme a été blessé dans l'opération, mais ses jours ne seraient pas en danger. Les hélicoptères redécollent, vraisemblablement pour poser une équipe d'intervention sur le toit de l'imprimerie. L'état de siège aura duré 7 heures. 7 heures sur le qui-vive. Tôt ce matin, après avoir été plusieurs fois perdus de vue, les 2 suspects sont de nouveau repérés à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Ils braquent une voiture, mais son propriétaire les reconnaît. À un barrage de police, ils sont aperçus. Une fusillade éclate, s'ensuit une course-poursuite sur la Nationale 2. Les 2 hommes se réfugient à Dammartin-en-Goële dans cette imprimerie. Les unités d'élite de la police et de la gendarmerie assiègent l'entreprise. Sur ces photos amateurs, on les voit casqués et lourdement armés. Dans le ciel, 5 hélicoptères, dont des Super Pumas de l'armée de terre. Tout le périmètre est bouclé. Les habitants sont retranchés et les écoles évacuées. Les négociations commencent, jusqu'à la nuit tombée, jusqu'à l'assaut, qui n'aura duré que quelques minutes. Et tout de suite, nous prenons la direction de la porte de Vincennes, à Paris, où se trouve notre envoyé spécial, Thomas Soulier. Thomas, quelles sont les dernières informations? Il y a toujours des forces de l'ordre et des secours autour de vous? Oui, ici, porte de Vincennes, le quartier est toujours bouclé. Nous sommes ici avec tous les journalistes français, mais aussi étrangers, environ à 500 mètres de l'épicerie cachère. Et pour le moment, les informations qui nous parviennent sont pour le moment contradictoires. Il y aurait 5 morts pour le moment, dont le preneur d'otages Hamedi Koulibaly. Cet homme de 32 ans serait également l'assassin de la policière de Montrouge. 5 morts, je vous le disais, et 4 blessés graves en urgence absolue selon l'agence France Presse, l'AFP. Mais 2 questions persistent encore ce soir. D'abord, les otages ont-ils été tués durant l'assaut ou juste avant par le preneur d'otages Hamedi Koulibaly? Et puis ensuite, y aurait-il un second preneur d'otages qui a été tué durant l'assaut? Nous n'avons encore pas les réponses à ces questions. Une information vient de nous parvenir. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, serait arrivé sur place environ il y a quelques minutes. Merci Thomas. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus d'informations. Nous allons revenir sur le déroulement de cet après-midi. Il était 13 h environ quand Hamedi Koulibaly, lourdement armé, se retranche dans cette supérette cachère du 20e arrondissement de Paris. 4 heures plus tard, les forces de l'ordre lancent l'assaut pour tenter de libérer les otages qu'ils retenaient. Le bilan, vous l'avez dit Thomas, est lourd. 4 otages ont été tués. 4 autres personnes seraient dans un état d'urgence absolue. Le récit des dernières heures avec Quentin Calmet. 17 heures passées de quelques minutes. L'assaut est lancé simultanément à l'arrière et devant le magasin. Une deuxième explosion. Ces images exclusives, filmées par les chaînes parlementaires, montrent la colonne des forces spéciales. À l'arrière du supermarché, les hommes entrent un par un. Au même moment, à l'avant du magasin, d'autres troupes attaquent. Le bilan est lourd. 5 morts, dont le preneur d'otages. Mais 3 victimes auraient été exécutées dès le début de la prise d'otages. On compte également 4 blessés très graves.
C'est à 13 h que Amélie Coulibaly tire plusieurs fois à l'arme automatique devant un supermarché cachère avant de se retrancher à l'intérieur avec plusieurs otages, dont des femmes et des enfants. Le quartier de la Porte de Vincennes est alors intégralement bloqué. Les policiers en civil arrivés les premiers sont alors remplacés par des hommes lourdement armés et déployés en très grand nombre. Au même moment, la préfecture de police donne plus d'informations sur le profil du terroriste. Il s'agirait du même tireur qu'à Montrouge hier. Amélie Coulibaly, 32 ans. Des sources proches de l'enquête ont confirmé un lien avec les frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo. Les 3 hommes se seraient rencontrés au sein de la filière djihadiste des Buttes-Chaumont. Amélie Coulibaly pourrait même être le 3e assaillant de l'hebdomadaire satirique. La police recherche également activement une jeune femme, Hayat Boumedienne, la compagne de Coulibaly. Elle serait en fuite depuis le début des événements Porte de Vincennes. Et pour commenter la situation avec moi en plateau, Guillaume Bigot, auteur d'un livre notamment, Le jour où la France tremblera, terrorisme islamiste, les vrais risques pour l'Hexagone. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. De Noix-Saint-Marc, président de l'Association française des victimes du terrorisme, bonsoir. Et Yves Pozzo di Borgo, sénateur, bonsoir. Je voudrais tout d'abord avoir votre première réaction, monsieur le sénateur, sur l'issue des 2 assauts. Mais écoutez, c'est surtout dramatique pour les victimes. C'est quand même, nous vivons quelque chose depuis 2-3 jours qui est terrible. Et moi, je pense d'abord aux victimes, aux enfants des victimes. Je ne sais pas s'il y a des enfants. Et c'est quelque chose de très fort. Alors, et puis je veux aussi surtout féliciter les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont une action rapide, efficace. Et je trouve qu'on doit être fiers de ces forces de l'ordre, qui en ont payé le prix d'ailleurs. Parce que plusieurs d'entre elles, enfin des membres de ces forces de l'ordre ont péri également dans des circonstances. Et puis l'issue telle qu'elle est, la mort des terroristes, quelquefois il vaut mieux le jugement, quelquefois il vaut mieux la mort, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Guillaume Bigot, est-ce que l'issue finalement était annoncée parce que, au vu des profils des 3 terroristes, eh bien, finalement ils voulaient mourir en martyrs, ils voulaient mourir? Il y a eu beaucoup de précédents. Si on est sombre ce soir, on pourrait poursuivre la remarque en disant qu'il y aura des suites. Il y aura d'autres attaques. La question aujourd'hui est plutôt de se préparer au choc et de ne pas tomber dans ce piège qui nous est tendu, c'est-à-dire de céder à non seulement une espèce de panique et puis de tout immobiliser. En effet, leur mode opératoire et l'idéologie de ces gens les poussent au suicide. Et ils sont prêts à y laisser leur vie, ils l'ont montré. Et dans certains cas, d'ailleurs, c'est encore plus tragique. Ce qu'on avait vu en Espagne, c'est des immeubles entiers qui avaient sauté, les gens s'étaient retranchés avec des explosifs, etc. Donc, mais c'est déjà suffisamment tragique. Et je rejoins ce qu'a dit Monsieur le Sénateur, c'est-à-dire que oui, il faut aussi penser à l'action absolument extraordinaire des forces de l'ordre. Le sénateur le disait, pensez aux forces de l'ordre, mais également aux victimes. Guillaume de Noix-Saint-Marc, vous êtes président de l'Association française des victimes du terrorisme. Comment on aide, comment on accompagne les victimes et leurs proches? Écoutez, c'est un travail de très longue haleine, parce qu'il faut les accompagner non seulement sur le court terme, et là ça va être immédiatement, mais aussi sur le moyen et le long terme. Dans le court terme, on va les rencontrer très rapidement. Chez même les pouvoirs publics qui vont organiser le fait qu'on les rencontre dans ce qu'on appelle un guichet unique, où ils vont rencontrer différents acteurs. Et on va ensuite simplement leur dire qu'on existe et qu'on est à leur disposition. C'est de leur initiative après de revenir vers nous et puis qu'on puisse avancer. Mais on va leur apporter d'abord une aide psychologique, un soutien tout simplement moral. C'est-à-dire voir que je sais par où tu es passé, je suis passé moi-même par la même épreuve. Et il y a des tas de pièges, il y a des tas d'embûches, il y a des tas de complications, il y a des aspects administratifs. Voilà, donc on va les accompagner sur un plan d'entraide. Mais plus loin que ça, dans l'association, il n'y a pas que des victimes, il y a aussi des professionnels, il y en a qui sont les deux. Et on va... C'est important d'être accompagné par des professionnels. Tout à fait, parce que la bonne volonté ne suffit pas, il faut aussi savoir, il faut avoir les connaissances. Et donc on va avoir un soutien de juristes pour 2 aspects. D'une part, le préjudice corporel, donc l'indemnisation, et d'autre part, les suites judiciaires, c'est savoir ce qui s'est passé, essayer d'avoir des... Alors là, en l'occurrence, ils sont morts, mais
il y aura quand même, je pense, une instruction. On va essayer d'en savoir plus. Donc, essayer de connaître la vérité, c'est très important. Il n'y a pas de sens pour les victimes dans un tel acte. Donc, il est important de savoir, d'avoir le détail, de tout comprendre. Et il ne faut rien leur cacher. Et il y a aussi l'aide psychologique. Et l'aide psychologique, certains en auront besoin, d'autres non. Ça dépendra des moments. Il y en a qui en auront besoin dans 20 ans. Et pour les jeunes, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir d'abord faire la procédure pour qu'ils soient adoptés par la nation. Et ensuite, il va falloir aussi s'arranger pour ne pas les maintenir dans la victimisation. Et je pourrais en parler après, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment des stages qu'on appelle projet papillon, qui permettent de sortir de la victimisation pour les jeunes. Nous venons de vivre des jours en effet extrêmement anxiogènes, extrêmement violents. Comment on fait pour ne pas céder, pour ne pas être complètement terrassé par la peur? Non, je crois d'abord qu'il y a... Je crois d'abord, bon, c'est vrai que c'est l'émotion, et d'ailleurs n'est pas uniquement française, elle est européenne et mondiale, enfin du moins pour les pays occidentaux. Et donc, il est nécessaire, si vous voulez, que cette prise d'unité nationale est un élément positif de la réaction contre ce phénomène. Une fois que cette émotion sera, j'allais dire, peut calmer, un peu passer, mais il faudra s'interroger, parce que c'est un problème qui sera récurrent. Il n'est pas terminé. Il faudra aussi s'interroger sur les conséquences juridiques aussi, parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'une démocratie peut résister à un état de guerre provoqué par des terroristes qui sont nombreux, qui sont exonérés. Et donc il faudra s'interroger pour savoir si notre arsenal juridique est suffisant pour résister à tout cela. On va revenir justement sur le parcours de Chérif et Saïd Kouachi, deux frères qui se sont au fil des années radicalisés en intégrant un mouvement sectaire salafiste. Ils se revendiquaient d'Al-Qaïda. Jérôme Rabier. Ils sont deux frères unis dans la terreur. À gauche sur ces photos, Chérif Kouachi, 32 ans, le plus connu des services de police. À droite, son frère aîné, Saïd, 34 ans. Leur parcours, c'est celui de deux jeunes nés à Paris et très tôt orphelins. Dans le 19e arrondissement, sur ces images, Chérif a une vingtaine d'années et comme beaucoup de jeunes de sa génération, c'est le rap qui l'intéresse. Mais cette passion est vite remplacée par une autre, l'islamisme radical, découvert sous l'emprise d'un prédicateur. Un clan se forme, la filière des Buttes-Chaumont, avec un objectif, aller faire le djihad en Irak dès 2004. Chérif est arrêté avant d'avoir décollé pour ce pays. Il sera condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour son implication dans cette filière. Son frère Saïd, dont la carte d'identité a été retrouvée dans la voiture abandonnée lors de leur fuite, passe lui pour plus discret. Pourtant, selon le New York Times, il est depuis 2011 interdit de vol vers les États-Unis, comme son frère, après avoir effectué un séjour au Yémen. Là-bas où Al-Qaïda dans la péninsule arabique est implantée, il aurait reçu une formation poussée dans le maniement d'armes de guerre, ce qui pourrait expliquer le sang-froid et le professionnalisme constatés lors de l'attaque de Charlie Hebdo de mercredi. On a depuis découvert que son frère Chérif a également effectué plusieurs séjours au Moyen-Orient. Des profils de petits délinquants ayant dérivé vers l'islamisme radical et le djihadisme, les conduisant jusqu'à la barbarie de ces derniers jours. Et nous retrouvons tout de suite à la rédaction de Public Sénat notre journaliste Faustine Saint-Geniès. Faustine, qui revient pour nous sur le parcours d'Amélie Coulibaly, le preneur d'otages de la porte de Vincennes et auteur présumé de la fusillade de Montrouge. Faustine. Oui, Amélie Coulibaly, eh bien, c'est un Français de 32 ans qui est né dans l'Essonne. Son parcours, eh bien, c'est celui d'un ancien voyou, un petit voyou qui est converti à l'islam radical. Il a même purgé plusieurs peines de prison. Dès sa minorité, il est condamné pour vol aggravé et en 2004, il écope de 6 ans de prison. Alors à sa sortie de prison, on l'imagine rangé. Eh bien non, il a basculé dans l'islam radical depuis sa conversion à l'islam à Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis, c'est là qu'il rencontre Chérif Kouachi, l'un des deux auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Chérif Kouachi et lui se connaissent donc très bien. Ils gravitent même autour du même prédicateur, un certain Djamel Bégal, condamné pour terrorisme et prosélyte très connu, qui était à Fleury-Mérogis à la même période. En 2010, eh bien, Amélie Coulibaly est à nouveau condamné. Cette fois-ci, on le soupçonne d'avoir participé au projet d'évasion d'une figure de l'islam radical. Il est sorti de prison depuis un peu plus d'1 an. Il est suspecté d'être l'auteur de la fusillade à Montrouge, qui, je vous le rappelle, a fait une victime, une policière municipale âgée de 25 ans, et certains évoquent la possibilité qu'il soit le 3e homme du massacre à Charlie Hebdo mercredi matin.
Merci Faustine pour toutes ces informations. Que penser du profil des 3 terroristes connus, 3 Français qui se sont radicalisés? C'est assez classique et c'est connu. Dès 95, on a déjà ce même type de profil. Il n'y a pas une évolution des profils depuis 1995? Non, parce que dès le démarrage, on trouve, si on essaie de faire des catégories, on a des gens en effet extrêmement bien formés, des ingénieurs, des médecins, etc., qui peuvent basculer, contrairement à ce qu'on pense. On a des convertis, on a des femmes, on l'avait déjà écrit dans le livre avec Stéphane Berthomé sur le jour où la France tremblera. Donc non, je ne dis pas qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. En fait, moi, ce qui me semble vraiment mort là, depuis 48 heures, et tant mieux, et on peut danser sur son cadavre, c'est le politiquement correct. Voilà. Maintenant, le politiquement correct, c'est terminé. Et ces réactions conditionnées, c'est-à-dire, que fait la police? Écoutez, on a probablement des services de sécurité, des services de renseignement les plus performants du monde. Et je peux vous garantir qu'ils nous ont épargné un certain nombre de choses déjà. Voilà, donc ça suffit maintenant sans cesse d'organiser, si vous voulez, le procès, et on aurait pu éviter, etc. Ça revient au principe de précaution. Bien sûr qu'il faut poser des questions, mais est-ce que la question n'est pas fondamentalement idéologique d'abord derrière? Comment vous luttez contre une idéologie? Il y a très peu de gens qui sont capables de passer à l'acte, mais il y en a beaucoup plus que vous l'imaginez qui sympathisent. Est-ce que c'est pas effrayant pour la France un matin de se réveiller, de se rendre compte qu'il y a des centaines de milliers de ses enfants, parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères, ce sont des Français qui sont nés en France, qui sont d'origine musulmane ou pas nécessairement, de gens qui sont sympathisants. Bien évidemment, il faut affronter la réalité en face maintenant. Une autre réalité, c'est l'Arabie Saoudite. Une autre réalité, c'est d'aligner la politique étrangère de la France sur celle des États-Unis, en détruisant des États comme la Syrie, en détruisant des États comme l'Irak, en détruisant des États comme la Libye, et ensuite de s'inquiéter des conséquences que ça peut avoir. Donc le politiquement correct est mort ce soir, oui. Espérons-le en tout cas. Vous, Faustine de Saint-Geniès, parlez de la radicalisation en prison. Vous agissez notamment avec votre association en prison, justement. Il est prévu qu'avec la pénitentiaire, qu'on fasse déjà des interventions, c'est déjà prévu avec à la fois des vidéos et des interventions de jeunes victimes du terrorisme qui veulent intervenir auprès de jeunes radicaux. Et nous avons été aussi répondu à l'appel d'offres du ministère de la Justice pour revoir la grille d'évaluation et intervenir faire des tests pendant 1 an sur des cas de déradicalisation. On attend la réponse de l'appel d'offres. On était 3 compétiteurs. Elle devait tomber le 20 décembre. On attend toujours pour passer à l'action. On n'aura peut-être pas gagné, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais enfin, pour l'instant, on ne sait pas qui a gagné cet appel d'offres. Mais il y a urgence de travailler en prison. D'agir en prison. Mais pas qu'en prison. On le voit notamment pour tous ceux qui sont partis en Syrie, c'est pas la case prison. On est dans un autre profil. Je suis d'accord avec vous que là, le profil de ceux qui sont là aujourd'hui, c'est le profil, je dirais, des années 95 et la continuité. Mais il y a aussi maintenant toute une frange de gens qui passent qui sont radicalisés, mais qui passent ni par les mosquées, ni par la case prison. Et cela, il faut aussi travailler, et c'est un travail sur les consciences, c'est un travail... Il est converti aussi. Il faut travailler en fait au plus près du terrain, et il faut que la société civile s'implique, mais aussi qu'on donne les moyens à la société civile d'intervenir. Le Premier ministre Manuel Valls a parlé ce matin, il évoquait éventuellement le fait qu'il faudrait peut-être faire évoluer la législation ou l'arsenal juridique pour peut-être mieux surveiller justement ces individus, monsieur le sénateur. Moi, je suis il a tout à fait raison là-dessus pour la surveillance, mais je crois qu'on a un problème de fond, c'est le problème des droits de l'homme. L'Europe a la chance, avec le Conseil de l'Europe, d'être une société qui refuse la peine de mort, et je regrette, si mes informations sont exactes, qu'une des responsables politiques françaises ait abordé ce problème-là. Revenir sur la peine de mort, c'est donner la victoire aux islamistes. Je crois par contre qu'il y a une réflexion à avoir, et j'ai pas eu la déclaration de Valls, mais je crois qu'il a raison de réfléchir à cela, pour qu'il y ait une sorte de réflexion juridique, une sorte d'architecture juridique ou d'argumentaire juridique, ou tout simplement d'arsenal juridique, entre l'état de guerre et les droits de l'homme que nous défendons en Europe, qui nous permet de résister, si vous voulez, à cette pression. C'est-à-dire rééquilibrer ? Il faut qu'on ait un statut de résistance à ce terrorisme. Le texte de loi qu'on a voté récemment au Sénat n'est pas suffisant. Il est nettement insuffisant. Il peut correspondre, si vous voulez, dans une logique, je veux dire, comme disait monsieur, de politiquement correct. Non, il faut qu'on regarde ça. Mais il faut qu'on regarde ça aussi sans toucher aux problèmes, aux libertés individuelles. Et c'est quelque chose qui est difficile à voir. Mais je crois qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion là-dessus, sur cette histoire d'arsenal juridique pour pouvoir résister à des situations-là qui vont pas se multiplier, mais qui ne seront pas... Il y en aura encore d'autres. Guillaume Bigot, en 2 mots, vous êtes d'accord avec Yves Potody-Borgo ?
Oui et non. Oui, bien sûr, sur un cran d'arrêt et l'évolution de la législation américaine et tous les débordements, la pente extrêmement glissante depuis 2001 sur laquelle les États-Unis sont retrouvés. On a bien vu que les effets étaient justement strictement inverses à ceux attendus. C'est-à-dire qu'en fait, ça a donné de l'Occident et des pays des droits de l'homme une image absolument détestable et déplorable, sans aucun résultat technique. Sans aucun résultat technique à la clé, ou très faible en tout cas. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui devrait peut-être nous questionner. Il y a 20% à l'heure où on parle de militaires français, du rang d'officiers ou de sous-officiers, qui sont de confession musulmane. Seulement, ces gens ont un drapeau, ils servent un intérêt général et ils savent pourquoi ils se battent. Et ils ont une fierté en eux. Voilà. Donc, on redonnera une fierté ou non à ce peuple. Et ça peut vous sembler très surprenant, mais la question du patriotisme me semble clé. Parce que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre aussi idéologique. Un point commun a été établi entre Chérif Kouachi, le frère cadet, et Hamidi Koulibaly, la filière dite des Buttes-Chaumont, démantelée en 2005 et jugée en 2008. Cette filière du 19e arrondissement de Paris recrutait des jeunes désœuvrés pour les envoyer combattre en Irak aux côtés d'Al-Qaïda. Audrey Vuettaz. Son nom est Farid Ben Yetou. Sur ces images, il a 23 ans et c'est lui le gourou de la filière dite des Buttes-Chaumont. Dès 2003, le très charismatique Ben Yetou entame son recrutement aux alentours de la mosquée Adawa dans le quartier Stalingrad à Paris. Les jeunes enrôlés correspondent tous au même profil. En rupture scolaire, ils viennent du 19e arrondissement, sont connus des services de police pour des faits de petite délinquance et tous sont choqués par les images de la guerre en Irak. Ben Yetou les convainc de rejoindre les rangs d'Al-Qaïda. Parmi ces jeunes, Chérif Kouachi. La formation au combat est sommaire, quelques rudiments au maniement d'une Kalachnikov et des footings dans le parc des Buttes-Chaumont. C'est d'ailleurs de là que viendra leur nom. Le groupe se fait repérer par les renseignements généraux en 2004 au sein de la manifestation contre le projet de loi sur la laïcité. En tenue traditionnelle, ils organisent une prière collective. Les départs s'échelonneront jusqu'en 2005, date à laquelle la filière est démantelée. Elle sera jugée en 2008. Sur 7 prévenus, 4 ont tenté l'aventure en Syrie puis en Irak, dont Chérif Kouachi. Farid Ben Yetou, le prédicateur, écope de 6 ans de prison ferme, 18 mois pour Chérif Kouachi. Parmi les membres condamnés, Boubacar El Hakim, le bras droit de Ben Yetou. Il fera reparler de lui en 2014 en revendiquant les assassinats de 2 dirigeants d'opposition en Tunisie. Actuellement en fuite en Syrie, il a rejoint les rangs de l'organisation État islamique. Yves Potto d'Iborgo, on peut quand même se poser la question sur faut-il repenser les services de renseignement? Là, on voit des terroristes faisaient partie donc de ce groupe dits des Buttes-Chaumont, connu des services de renseignement. Les services de renseignement ont fait leur travail, ils avaient déterminé tout ça. La seule chose, c'est que nous manque d'arsenal juridique pour se protéger en amont ce genre de choses. C'est là qu'il va falloir. Et le texte de loi de M. Cazeneuve, que j'ai voté d'ailleurs, n'est pas suffisant. Et là, avec ce qui se passe aujourd'hui, je crois que là, il va falloir avoir une réflexion, peut-être une réflexion européenne. Je crois qu'il y a une réunion sur l'Europe qui est en fin janvier, là-dessus. Il va falloir qu'on ait une réflexion sur l'Europe. Parce que vous avez, je me mets à la place des services de renseignement, ils n'ont pas d'arsenal juridique pour empêcher les gens de se réunir entre eux. Il faut qu'il y ait des délits, il faut qu'il y ait des crimes, il faut qu'il y ait des éléments juridiques pour pouvoir les dire. Donc on ne peut pas prendre à partie. On peut les surveiller? Oui, on peut les surveiller, mais vous imaginez, surveiller 20 fonctionnaires pour fonctionner une personne. Vous imaginez il faut des moyens. Mais je veux dire, c'est une folie. Je crois que là, peut-être que je me trompe, on n'échappera pas à une réflexion juridique sur la façon de se protéger sur des situations de ce style. Guillaume Bigot parlait de service militaire, de patriotisme. Justement, il fallait défendre d'autres idéologies. Mais il faut répondre à un besoin, oui. C'est un patriotisme de substitution, le djihadisme, en réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je dirais qu'il y a un problème d'utilité. C'est-à-dire que très souvent, parmi ceux qui partent en Syrie, en tout cas, je ne parle pas forcément de ceux-là, mais ceux-là ont eu le même problème au début de leur carrière, entre guillemets. Mais pour les jeunes qui pourraient évoluer, il y a d'abord un problème d'intégration. Ils ne se sentent pas intégrés dans la société, qu'ils soient français, pas français, ce n'est pas le problème. Il y a un problème d'utilité, ils se sentent inutiles. Il y a souvent un problème familial derrière, il y a un problème d'idéologie. C'est-à-dire on ne répond pas à leur soif de repères. Et par rapport à ça, il y a une rencontre qui fait qu'ils vont basculer dans un extrémisme ou un autre. Si on n'arrive pas à répondre à ces besoins-là au moment où ils se posent,
on perd du temps. Plus on intervient tard dans la chaîne, plus c'est difficile. Mais si on intervient au début, notamment avec les adolescents qui sont un peu en perte de repères, etc., qu'on arrive à leur donner un certain nombre d'idéaux, et je dirais peut-être que le service militaire, à une époque, était un moyen justement de se retrouver. Il y avait une certaine utilité dans cet aspect-là. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc on passe directement de l'adolescent à l'âge adulte, sans passer par un certain nombre d'enseignements, de réflexions. Et une mauvaise rencontre fait que d'un seul coup, on bascule dans... Alors ça fait des années qu'on laisse faire. Ça fait des années qu'on laisse faire. Ça fait des années qu'il faut intervenir, je pense. Il n'est pas trop tard. Mais il faut arriver à donner des éléments de libre arbitre à des jeunes pour qu'ils puissent résister à une tentation de djihadisme. C'est très facile, quand on est en plein doute, ils sont très forts, hein. Très facile de rentrer dans l'endoctrinement. C'est un système sectaire dans la méthodologie. Et donc, il faut arriver à donner des éléments à penser. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, en banlieue, avec des discussions compliquées. C'est-à-dire que ces jeunes-là, les solutions ne sont pas simples. Qu'est-ce que l'extrémisme? Quand est-ce qu'on est... Est-ce qu'on a le droit d'avoir... Quel que soit l'extrémisme ou la radicalisation. Oui, à la limite, on a le droit d'être radical. C'est dommage, mais c'est le passage à l'acte qu'il faut empêcher. Et donc, il y a toute une phase de réflexion qu'on peut avoir. Et c'est ce travail de terrain pour donner des contre-valeurs, des contre-messages, des valeurs positives. Pardon, juste un instant, peut-être contre-valeurs, si on avait des valeurs, c'était pas mal aussi, ce serait bien, non? Contre leurs valeurs à eux, excusez-moi. Mais ce lapsus n'est pas nécessairement sans aucun sens. Je ne veux pas vous porter la contradiction pour vous porter la contradiction, mais en fait, ces valeurs, elles ne sont pas posées une bonne fois pour toutes, elles ne sont pas non négociables. Et quand je parlais des réflexes conditionnés, il y a le réflexe conditionné que fait la police, il y a le réflexe conditionné de pas d'amalgame. Mais bien évidemment qu'il y a un danger de ce type, hein, on est bien d'accord. Mais c'est à l'islam de France de prendre position et d'empêcher tout amalgame. Excusez-moi, 80% des personnes qui partent en Syrie n'avaient aucune religion et n'étaient pas musulmans. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, faire très attention. D'accord. Très attention. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une religion fast-food, comme on l'appelle, dans laquelle on est endoctriné. Je parle de ceux qui sont partis en Syrie. C'est très important. Si je peux... 80% ont leurs 4 grands-parents français. Non, mais si je peux me permettre là-dessus, je crois que c'est un débat dangereux. Il n'y a pas de bons Français ou de mauvais Français, où il n'y a pas des Français catholiques ou des Français musulmans. Il y a des Français. Point. Et donc je crois qu'il faut faire très attention à ce qui se passe. Il n'y a que des Français. Et il y a des religions. Et on a suffisamment un texte qui est bien fait, de texte 2005, pour que ce texte soit appliqué. C'est la laïcité française. Donc faites très attention dans cette affaire, parce que nos compatriotes musulmans doivent se sentir touchés. Il faut faire très attention dans ce que l'on peut dire. Et moi, on est tous français en priorité, et donc il faut faire attention de ne pas cibler ceux qui sont musulmans, ceux qui sont catholiques, ceux qui ne sont pas catholiques. Je crois que le débat n'est pas là. Oui, mais le débat n'est pas là. Le débat, et nous avons face à nous des gens qui sont engagés dans une idéologie complètement folle, une idéologie fasciste, et l'ensemble des Français, quelle que soit leur religion, et on ne doit pas tenir compte de leur religion, doivent résister à cela. C'est d'ailleurs le sentiment d'unité qui va s'exprimer dimanche. Et je crois qu'il est très important dans le débat de ne pas faire de différence là-dessus. Si je peux me permettre. L'avantage avec les victimes du terrorisme, c'est que malheureusement, personne ne demande qui on est avant de nous frapper. Et justement, avec les victimes du terrorisme, on fait intervenir des personnes de toute religion et de toute confession et de toute idéologie. On fait intervenir des victimes aussi d'Indonésie, du Pakistan, d'Afghanistan. Et pour bien montrer la diversité d'origine les musulmans sont les premières victimes du terrorisme islamique. C'est bien ce que je dis. 90% des victimes du terrorisme. Le terrorisme islamique n'a aucun rapport avec l'islam. Mais... Il semble en tout cas y avoir une prise de conscience européenne, puisque de nombreux chefs d'État européens seront présents dimanche à la manifestation républicaine, en mémoire notamment des victimes de la tuerie de Charlie Hebdo, mais également en mémoire des victimes des 2 prises d'otages, des chefs d'État. Il y aura Mariano Rajoy qui a confirmé sa présence, également David Cameron, Matteo Renzi, le chef d'État François Hollande, qui lui est au cœur des opérations et qui suit le développement des opérations de très près depuis l'Elysée. Depuis 2 jours, d'ailleurs, le chef d'État s'est mué en chef de guerre. Tout au long de cette journée, il a continué pour autant à recevoir les leaders politiques dans la perspective donc, du grand rassemblement d'unité nationale de dimanche. C'est un sujet de Pauline Dame. 8h30, début des opérations. Une nouvelle réunion de crise se tient à l'Elysée. François Hollande et toute son équipe sont encore loin d'imaginer la tournure exceptionnelle de cette journée. Très vite, le point est écourté.
La traque des frères Kouachi a débuté. À l'Élysée, l'agenda est chamboulé, même si on maintient les entretiens avec les dirigeants politiques. Nicolas Dupont-Aignan, puis Marine Le Pen, venue expliquer les raisons de son absence à la grande manifestation de dimanche. Puis c'est en tant que chef de guerre que François Hollande se rend à pied, place Beauvau, pour une réunion avec les préfets. Le chef de l'État qui dément toute exclusion du Front National pour tenter d'éteindre la polémique avec Marine Le Pen. Tous les citoyens peuvent y venir dans les manifestations. Il n'y a pas de contrôle. Et c'est simplement la même conviction, la même détermination qui doit amener beaucoup de nos concitoyens sans doute à être présents dimanche. Et si les forces politiques, les forces syndicales ont appelé à une manifestation, c'est leur responsabilité. Mais ce sont les citoyens qui décident. 13h, une fusillade éclate à la porte de Vincennes. François Hollande demande au ministre de l'Intérieur de se rendre sur les lieux, tandis qu'il reçoit François Bayrou, le président du MoDem, qui plaide à nouveau pour l'union nationale. Nous avons eu avec le président de la République un échange fondé sur l'idée que quand des choses très graves se passent, il n'y a qu'une réponse possible, c'est l'unité du pays. Peu après, Jean-Luc Mélenchon, le visage sombre, en appelle quant à lui à la fraternité républicaine. Le sujet, c'est d'être le plus nombreux possible à se serrer les coudes. Nous savons ce que nous sommes en train de défendre. La liberté d'expression, cela a été dit, mais pas seulement. La liberté d'expression avec le sens qui donnait l'équipe de Charlie Hebdo. Alors que vient de se terminer la dernière réunion de crise du gouvernement, la nuit est tombée à l'Élysée, au terme d'une journée qui restera comme l'une des plus intenses du quinquennat. Le chef de l'État qui devrait s'exprimer d'une minute à l'autre en direct de l'Élysée, ce sera à suivre sur les chaînes parlementaires. Le ministre de l'Intérieur interviendra également, Bernard Cazeneuve. Gérard Longuet, le sénateur de la Meuse, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais avoir, également votre première réaction sur l'issue de ces deux prises d'otages aujourd'hui. Le seul élément positif, c'est que nous ayons des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui ont été efficaces, qui ont été professionnels. Les moyens ont été mobilisés par le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, avec pertinence. Et les résultats, pour l'essentiel, sont là. On ne pouvait pas espérer mieux. Nous avions deux assassins forcenés à Dommartin et quelqu'un qui est devenu une sorte de fou furieux à Cours Vincennes, à Paris. On ne pouvait pas espérer autre chose que cette issue. Ça a été bien fait et fait rapidement. C'est très important, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où nos compatriotes ont confiance, et ils doivent avoir confiance dans les services de sécurité et de police, on évite que certains se proclament justiciers et qu'il y ait en quelque sorte des appropriations privées de la justice. On peut faire confiance. Et la manifestation de dimanche, dans mon esprit, c'est la même chose. Participer à la même conviction que la République est capable de se défendre. Et ça aide également à ne pas avoir peur, ou en tout cas avoir moins peur? Peur, pas du tout. D'abord parce que la peur n'évite pas le danger. Et c'est vraiment un problème que nous pouvons maîtriser. C'est un défi, mais il est tout à fait à notre portée. Il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et j'ai écouté vos échanges, c'est très échanges riches et judicieux. C'est en effet très compliqué, mais c'est un problème que nous devons maîtriser pour assurer simplement la cohésion de notre société, sans laquelle il n'y a pas de vie commune possible. Gérard Longuet, Yves Potto-Di-Borgo, vous êtes tous les deux sénateurs. Quelle peut être la réponse politique face à la barbarie de ces derniers jours? La détermination dans le respect de la loi, la détermination dans le respect des principes et ne faire aucune concession à aucune concession à la barbarie. L'unité nationale. L'unité nationale. Et l'unité nationale est peut-être, je vais peut-être vous surprendre, mais une unité nationale sans restriction. Au fond, ne s'exclut que ceux qui ont envie de s'exclure. Personne n'est exclu a priori. Yves Potto-Di-Borgo. Je rejoins également ce que disait Gérard Longuet. L'unité nationale, c'est tout le monde. Il n'y a pas de bons et de mauvais Français, il n'y a pas de bons et de mauvais républicains, on est tous républicains. Et deuxièmement, ce qui concerne la solution, c'est vrai qu'une fois que l'émotion sera, du moins, un peu évaporée, il y aura beaucoup de choses à voir, à régler, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même des limites juridiques, ce que je disais tout à l'heure, des limites juridiques
pour pouvoir se protéger devant de telles situations, notamment quand vous parlez de cette bande du Royal Monceau, enfin du Royal Monceau, pardon, du parc Monceau. C'est vrai que nous sommes faibles au niveau de l'architecture juridique. C'est plutôt les buts de Chaumont. Buts de Chaumont, pardon, excusez-moi. Mais je suis provincial. Excusez-moi, je suis parisien, je n'aurais pas dû me tromper. Merci de faire la remarque. Gérard Longuet, vous êtes également ancien ministre de la Défense. Vous avez salué le travail des forces de l'ordre. Concernant le travail des services de renseignement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu certaines failles et qu'il va falloir peut-être améliorer justement les moyens, donner plus de moyens ou améliorer... Je crois qu'il faut prendre le temps vraiment de l'observation. J'ai vécu l'affaire Meyrat. Mohamed Meyrat, et j'en ai gardé un souvenir un petit peu amer parce qu'en effet, on a eu le sentiment parfois que toutes les informations n'étaient pas toutes au bon moment, au bon endroit. Donc c'est un travail de remise en cause. Simplement, je voudrais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est un élément dans un espace terroriste mondialisé. Je crois que c'est un problème français et c'est un problème mondial, et ce sont les deux en même temps. Ce sont les deux en même temps parce qu'il y a parfois, en effet, on l'évoque, des compétitions entre Al-Qaïda, Daesh, des surenchères dans les terrorismes, et puis il y a des problèmes français. C'est-à-dire des bandes qui apparaissent, qui se développent, qui se divisent, qui s'affrontent ou qui se mobilisent. Et nous devons avoir un service de renseignement, et ce sera ma conclusion, capable d'être à la fois national et international en même temps. Gérard Longuet, je vous coupe parce que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, arrive et s'apprête à intervenir, à dire quelques mots, donc suite à une journée, on peut le dire, chargée. Il est actuellement donc porte de Vincennes, devant la supérette cachère où a eu lieu la prise d'otage qui s'est terminée il y a quelques heures. On écoute le ministre de l'Intérieur. J'ai tenu à me rendre ce soir sur les lieux de l'intervention qui a été conduite par la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, les hommes du RAID, les hommes de la BRI, sous l'autorité à la fois du président de la République, du Premier ministre et de moi-même, et dans le cadre d'une enquête placée sous l'autorité du procureur de la République, François Molins. Je suis venu pour exprimer ma gratitude à celles et ceux qui se sont exposés au péril de leur vie pour assurer, dans des conditions qui étaient techniquement difficiles, opérationnellement compliquées, le sauvetage d'otages gardés dans des conditions difficiles, oppressantes, par des terroristes. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude, ma grande reconnaissance à ces policiers du ministère de l'Intérieur qui, ici, avec une exceptionnelle maîtrise, un grand sang-froid, ont permis à des otages d'être libérés alors que les risques étaient grands. Ils ont témoigné d'un grand professionnalisme, d'un courage qu'on leur connaît avec leurs troupes. Et je veux exprimer ici la reconnaissance de tous les Français et de toute la nation qui est ce soir soulagée. Je veux également exprimer ma grande reconnaissance pour les gendarmes, et notamment les gendarmes du GIGN qui sont intervenus à Dammartin-en-Goële dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, sous l'autorité du général Favier et du colonel commandant le GIGN. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance sincère aux pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui, depuis le début de ces événements tragiques, sont présents pour assurer les sauvetages, et adresser également mes remerciements à tous les personnels du ministère de la Santé, des SAMU, qui à leur côté ont assuré le bon déroulement des opérations. En même temps que j'adresse ces remerciements aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, au personnel du ministère de la Santé, aux associations de protection civile, je veux également dire que nous restons extraordinairement mobilisés dans un contexte inédit pour assurer la sécurité de tous les Français en tout point du territoire national. Les événements qui se sont produits montrent l'ampleur du défi
auxquels nous sommes confrontés et de la violence dont les terroristes sont capables. C'est parce que nous sommes conscients de l'ampleur de ce défi que nous avons pris depuis de nombreux mois des mesures à travers une loi antiterroriste, en réorganisant la Direction générale de la sécurité intérieure, en donnant des moyens à nos forces, en étant dans l'anticipation, dans la relation avec nos partenaires de l'Union européenne pour être plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. J'aurai d'ailleurs dimanche à m'entretenir avec mes collègues de l'Union européenne et également des États-Unis que j'ai invités à se rendre à Paris pour tirer toutes les conclusions des événements récents, car nous sommes dans l'obligation d'être en permanence en mouvement face à ce défi qu'il faut bien qualifier encore une fois de grave. Mobilisation, vigilance, volonté de protéger les Français, tel est notre devoir, telle est notre tâche et nous continuerons à l'accomplir avec ces policiers, ces gendarmes qui sont d'une grande compétence et dont je veux saluer encore ce soir avec beaucoup d'admiration le travail exceptionnel qu'ils ont accompli aujourd'hui pour sauver des vies et neutraliser de dangereux terroristes. Je vous remercie. Non, je ferai le bilan tout à l'heure. Il y a des enquêtes en cours, il y a des éléments qui sont actuellement en train d'être précisés. Et comme vous le savez, depuis le début de cette crise, au cours des derniers mois, lorsque nous avons été confrontés à la question du terrorisme, je ne me suis jamais exprimé sans coordination avec les autorités judiciaires et sans être en situation de dire des choses précises. C'est aussi là le devoir qui est le nôtre, dans un contexte où nous devons la vérité aux Français et dans un contexte où nous devons leur donner des informations qui soient absolument vérifiables, imparables et justes. Merci à vous. Tout ça pour ça, franchement. Voilà, c'était le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait en direct de la porte de Vincennes à Paris. Une réaction tout d'abord, messieurs les sénateurs, au discours politique de Bernard Cazeneuve. Il a fait le job. Honnêtement, c'est un ministre de l'Intérieur qui est rassurant pour les citoyens et sans doute rassurant pour les militaires et les policiers sur lesquels il a l'autorité dans l'action. Le chef de l'État devrait également s'exprimer d'une minute à l'autre. Bernard Cazeneuve a parlé de l'ampleur du défi auquel nous sommes tous confrontés. Il est immense, ce défi. Le défi est immense parce qu'il n'y a pas que l'aspect sécuritaire, il y a aussi l'aspect travail sur les consciences, travailler sur tout ce qui peut alimenter l'idéologie de ces personnes-là. Et c'est un travail qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus ardu. Il faut aussi tenter de voir comment on peut déradicaliser les personnes radicalisées. En tout cas, je pense que celles qui sont en prison, elles sont au moins, on les a sous la main, donc ça ne coûte rien, pas grand-chose d'essayer. Je pense à tous ceux qui sont venus de Syrie, quelquefois pour des délits pas très importants. À un moment ou à un autre, ils vont être libérés, parce qu'on ne peut pas garder les gens en prison indéfiniment. Et ce sont des grenades dégoupillées, sinon s'ils n'abandonnent pas leur idéologie. Donc il faut absolument tout faire pour que ces gens-là puissent se réintégrer dans la société et qu'ils soient heureux de vivre avec nous. S'ils ressortent encore plus haineux qu'ils ne sont entrés, on a un problème. Donc il y a une tâche immense. Il faut donner de l'espoir à toute une génération peut-être qui n'en a pas et qui pense qu'une solution pour elle est de rejoindre les extrémistes et que voilà, donc c'est pas de l'angélisme, c'est simplement la vision que j'ai parce que je vais en banlieue, parce que je rencontre ces jeunes, parce qu'on discute avec eux. Il y en a qui vont basculer dans la violence, dans la radicalisation, donc il faut les ramener du beau côté, et puis si jamais ils ne le font pas, il y aura des sanctions, et il faut les empêcher de nuire. Vous parlez le grand souci, c'est que on a un problème, on peut pas emprisonner quelqu'un pour ses idées. Et tant que la personne n'est pas passée à l'action, tant qu'elle n'a pas fait un délit ou un crime, on ne peut rien faire. À part le surveiller, mais on ne peut pas surveiller. C'est la démocratie, c'est l'état de droit. Tant mieux, tant mieux. Mais je veux dire par là, par rapport à l'aspect purement sécuritaire, le nombre de personnes radicalisées augmente. Heureusement, la majorité ne va pas basculer dans la violence, mais on ne sait pas lequel.
va basculer dans la violence. Et c'est ça la problématique qu'a les services secrets. Donc, qu'il y ait des gens qui échappent aux services, c'est normal. On ne peut pas surveiller tout le monde H24. D'où l'importance de la prévention. Le ministre de l'Intérieur a également parlé d'une nation soulagée, mais une nation qui a découvert avec violence, avec horreur ces derniers jours, qu'elle n'était pas à l'abri du terrorisme, y compris sur son territoire. Oui, j'ai une certitude. La France est un maillon dans un espace qui est l'espace de l'action terroriste internationale. Cette action a eu à un moment une base géographique déterminée, c'était l'Afghanistan des talibans. Elle en a été privée, et tant mieux. Il y a eu le repli sur les zones tribales du Pakistan. On voit bien que l'effondrement de l'Irak de Saddam Hussein a permis un immense désordre, que les ambiguïtés, les ambiguïtés du système syrien, qui est un système dictatorial d'une minorité, a accéléré, a accentué en donnant une base territoriale. Vous savez, pour avoir une force, il faut une base territoriale. Et à partir du moment où vous avez en Irak, en Syrie, au Pakistan, des territoires où tout est possible, et vous avez à l'extérieur des partenaires qui financent, parce que quand même une petite explication qui devrait être conduite au niveau international et occidental en particulier, il faut de l'argent pour tout ça. Et bon, certes, il y a du puits de pétrole dans l'Émirat islamique, mais ce n'est pas ce qui subventionne tout. Il y a de l'argent qui vient. Et là, il y a une clarification qu'il faut obtenir. Donc il y a une dimension totalement internationale, et là, je crois que le gouvernement a raison. D'abord, premièrement, de mobiliser nos partenaires européens, et puis il faut en faire une action, en particulier dans le cadre, pas tout à fait en apparence le cadre, mais si, l'OTAN a été un cadre utile. Et puis vous avez le problème de société, qui est d'une nature, lui, tout à fait différent, parce que vous avez des sociétés qui réussissent bien, l'Australie, qui n'ont pas de problème économique majeur, et où apparemment l'intégration de populations d'origine extrêmement différente, le Canada, l'intégration de populations d'origine extrêmement différente ne semble pas poser les problèmes qui se posent dans notre pays, et pourtant vous avez le terrorisme. Donc il faut pas être angélique. Il y a des problèmes de société, mais il y a aussi des réseaux terroristes. Et les réseaux terroristes peuvent exploiter des problèmes de société, ce qui se passe, oui. Mais ils peuvent également frapper sans aucun problème de société, simplement avec des moyens humains formés à cet effet et soutenus matériellement. Le soutien matériel est très important. Je le disais, Bernard Cazeneuve a parlé d'une nation soulagée. Pozzo di Borgo, on vous sent encore extrêmement atteint, très ému. Oui, enfin, ce sont quand même des événements qui sont forts, qui touchent la population, qui touchent la France, qui touchent l'Europe. Mais en même temps, il a raison, le fait d'avoir stoppé ces assassins est aussi brutalement, il a eu tout à fait raison. Mais ça ne règle pas le problème, et il y a d'autres, nos débatteurs ici l'ont bien soulevé, notamment monsieur, et c'est que le problème reste, c'est qu'il va falloir donc l'aborder, et d'ailleurs le monsieur Cazeneuve le ministre a eu raison, il faut prendre l'avance, il faut aller être en avance sur leur réaction. C'est la réunion qu'il fait avec le ministre de la Justice américain et ses collègues européens. C'est également la réunion qu'il va y avoir à Bruxelles, je crois, sur ce sujet-là, parce que c'est un problème qui est européen, c'est un problème qui n'est pas seulement européen, c'est un problème aussi d'équilibre du monde entier, parce que pour le moment, ça touche les pays européens, mais vous savez, ça va toucher d'autres pays qui actuellement semblent moins concernés. Ça va toucher la Chine, ça va toucher d'autres pays. L'histoire de Daesh, il ne faut pas croire, j'étais en Asie centrale lorsque Daesh est parti. Tous ces pays d'Asie centrale sont très inquiets, ce sont des musulmans modérés, ils sont très inquiets par la pénétration, non pas des 300 ou des 400 jeunes qui sont partis combattre en Irak, ils sont surtout inquiets par la pénétration intellectuelle que représente ce mouvement. Dans le monde musulman modéré, que ça va aussi bien. Alors, il était d'ailleurs logique de dire il faut à tout prix qu'on se réunisse avec les grands pays musulmans du monde, l'Indonésie, le Maroc et autres, les pays musulmans modérés, pour pouvoir arrêter tout ça. Il faut une réponse intellectuelle aussi également, parce qu'il faut une réponse intellectuelle, pas intellectuelle et culturelle et sociale. C'est derrière tout ça, c'est au niveau mondial. Je crois qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. J'avais fait une fois une comparaison un peu hasardeuse en disant ce mouvement du califat est un mouvement un peu comme à l'époque le marxisme, ils ont s'en moqué un petit peu, puis en fait vous avez vu l'importance que ça a pris. Je ne pense pas que ça prenne autant d'importance, mais il faut se méfier parce qu'intellectuellement c'est quelque chose qui pénètre les sociétés, d'autres sociétés que les nôtres. Guillaume Bigot, qui était assis à votre plage à Alain Longuet, parlait d'idéologie, qu'il fallait contre-affirmer une autre idéologie. Oui, enfin,
on nous rendra pas. Vous savez, la France c'est un pays compliqué. On nous rendra ni Cabu, ni Volinsky, ni Charb, ni Teniou. Si vous voulez, je prends l'exemple de Cabu. Allez, 8 fois sur 10, j'étais en désaccord avec ses dessins, et 10 fois sur 10, je riais. De bon cœur, parce que justement, c'est toute la sagesse française, de pouvoir combattre quelqu'un et de reconnaître son intelligence et ce qu'il apporte. Vous parliez justement des dessins dans Charlie Hebdo. Ce matin, Manuel Valls est allé soutenir les journalistes rescapés de Charlie Hebdo, désormais hébergés par le quotidien Libération. Les journalistes pourront ainsi préparer le prochain numéro de l'hebdomadaire dit des survivants qui paraîtra mercredi avec un tirage d'1 million d'exemplaires. Sachez aussi que le conseil municipal de Paris a fait Charlie Hebdo citoyen d'honneur de la capitale. Ce matin, vous y étiez, Yves Pozzo-di-Borgo. Un vote à l'unanimité des élus du conseil de Paris réunis en conseil extraordinaire. Une émotion ce matin donc, mais qui sera sans doute extrêmement présente dimanche avec de nombreuses manifestations dans toute la France, dont une à Paris où 1 million de personnes est attendu. De nombreux responsables politiques seront présents, dont des responsables politiques européens. Vous serez présents dimanche dans ces manifestations, je serai présent. Pourquoi c'est important d'y être? Il y a des moments d'unité nationale où il faut le manifester. C'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire et je crois que ce jour-là, ce dimanche, est un de ces moments-là. Il faut y être. Même si on est perdu dans la foule, mais je crois qu'il faut y être. Toutes les victimes de l'association veulent absolument y être et aussi on a eu énormément de soutien de victimes d'en dehors, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Et nous avons même la présidente de l'association marocaine des victimes du terrorisme qui a pris l'avion et qui sera avec nous dimanche, qui est arrivée ce soir. Et c'est important pour nous, victimes, de sentir cette solidarité entre victimes du terrorisme, quelles que soient nos différences culturelles. Gérard Longuet, vous aurez sans doute le mot de la fin. Il y a eu un débat sur qui participerait ou pas à ce grand rassemblement républicain. Pour moi, tous les Français sont bienvenus. Voilà. Même chose pour moi. S'ils viennent, c'est qu'ils ont envie de venir. S'ils ont envie de venir, c'est qu'ils sont bienvenus. Tous les citoyens français sont les bienvenus. Personne n'est obligé de venir, mais ceux qui viennent sont par définition les bienvenus puisqu'ils veulent venir. C'est ce qu'a dit le président de la République ce matin. Tant mieux. Tant mieux. Bon, écoutez, merci messieurs d'être venus sur notre plateau pour commenter donc ces deux prises d'otages qui ont pris fin en fin d'après-midi. C'est la fin de cette édition spéciale. Tout de suite, vous retrouvez un numéro de la politique CNeT consacré à la mobilisation, à l'émotion suscitée par la tuerie de Charlie Hebdo. Et le chef de l'État devrait parler d'un moment à l'autre. Très bonne soirée sur notre antenne.